Bonjour à tous, Justin Larochelle, imofacile.ca. Ça me fait encore plaisir cette semaine de répondre à vos questions. Encore plusieurs questions qui sont rentrées. Allons-y avec la première question de Mathieu. Quels sont les points majeurs et règlements d'immeuble à mettre dans une maison de chambre? Moi, qu'est-ce que j'aime bien mettre dans mes contrats? Les heures de tranquillité. Le bruit, la télévision, le système de son, on fait attention. Et la deuxième chose, les animaux. Est-ce que tu permets je partais pour dire des alligators, des lézards, mais petite histoire, petite anecdote, si je peux me permettre. J'ai un locataire à un moment donné qui s'achète un petit lézard. Il avait à peu près 1 pied de long. Et au bout de 3 ans, il était rendu, je vous mens pas, il avait 4 pieds de long. Il ne rentrait plus dans l'aquarium. Il a été obligé de faire un bassin dans l'appartement avec des toiles bleues, là, des bâches que tu achètes au Canadian Tire pour être capable d'avoir quasiment un alligator. C'est un lézard, un gros lézard. Là. Je ne sais pas c'est quoi la sorte, là, mais faites attention aux animaux. Bien faire attention aux animaux. Et aussi, qui fait le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain? Est-ce que vous payez quelqu'un ou si c'est séparé à l'intérieur dans les chambres? Deuxième question, pour une maison de chambre avec de belles grandes chambres, tout refait à neuf, demandez-vous des cautionnements auprès de locataires? Mathieu, j'aimerais assez ça pouvoir faire ça, mais malheureusement, la régie du logement ne le permet pas. On essaie, hier, j'étais à l'APQ, j'écoutais une conférence de Martin Messier, puis il disait, oui, on veut ça au Québec, mais ça n'existe pas encore. Il l'a dans plusieurs autres provinces et aux États-Unis, mais malheureusement, il y a un bail et tu ne peux pas avoir de cautionnement en cas qu'ils démolissent ton appartement. La meilleure façon, Mathieu, va faire une bonne enquête de crédit, puis c'est rien garanti qu'ils ne démoliront pas à la fin. Mais il ne faut pas regarder, l'immobilier, il ne faut pas regarder qu'il y a 98% des gens qui démolissent, puis il y en a 2 qui sont corrects. C'est l'inverse, là. Tu as 1 ou 2 tarlats, des fois, qui vont te causer du trouble, mais le reste, c'est des bons locataires. C'est des gens que tu veux avoir dans tes logements. Troisième point, lors de la conversion d'une maison unifamiliale en triplex, l'ajout d'un sous-sol. Est-ce que l'étage conservé doit être au code du bâtiment neuf de la même manière que le reste du triplex qui est neuf? J'ai aucune espèce d'idée, Mathieu, et je suis honnête quand je le dis. Est-ce qu'il y a un entrepreneur qui nous écoute qui pourrait répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de ramener la vieille maison au code du bâtiment, étant donné qu'on a grandi et qu'on met un triplex qui va être presque neuf de partout? Je ne sais pas. Merci de votre aide. On s'en va maintenant avec Marc. Je viens de faire financer un logement avec la SCHL pour 5 ans. Est-ce possible de refinancer après 2 ans? La théorie dit que non parce que tu as un contrat, un terme de 5 ans, mais si tu casses ton hypothèque, tu vends l'immeuble par exemple, c'est sûr que tu vas pouvoir briser ton hypothèque. Mais est-ce que c'est avantageux? Il faut le regarder. Il faut regarder les pénalités. Il faut regarder si ça vaut la peine exactement pour le faire. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes étudiants au coaching double, avant d'aller signer une hypothèque, les amis, regardez donc dans combien de temps vous allez être capable de refinancer. Si c'est dans 1 an, allez pas prendre une hypothèque de 5 ans, prenez une hypothèque de 1 an. Il faut tout le temps le regarder directement. Sylvain me demande, est-il possible d'obtenir un financement commercial si on a déjà un triplex et on achète un sixplex? Est-ce les mêmes règles, même à travers une compagnie? La raison est oui, la réponse est oui, tu peux aller chercher un financement commercial, même si tu as un triplex, il n'y a aucun problème. Est-ce les mêmes règles? Il y a parfois, le taux d'intérêt va être plus élevé, mais normalement, ils réussissent à en avoir qui sont très, très similaires. Et est-ce qu'on peut acheter du commercial à travers une compagnie? La réponse est oui, Sylvain, tu peux le faire. Je le fais souvent. On a un cours d'œuvrage incorporé et on l'explique aussi comment ça fonctionne dans ce cours-là. Jean, lors de l'achat d'un simplex, dois-je respecter les mêmes ratios ATD et ABD que lors de l'achat d'un quadruplex? La réponse est, ça dépend des banques. OK? Il y a des banques que le 4 et 5, c'est considéré comme du résidentiel. Et il y a des banques à partir du 5, c'est du commercial. Et il y a d'autres banques, c'est à partir du 6. Fait que j'ai pas la réponse. Ça dépend des banques. Mon conseil, Jean, va voir un courtier hypothécaire.
lui va pouvoir t'aider, il va pouvoir aller choisir la banque qui va exactement t'aider à faire ton financement. On a une très longue question ici de Sébastien, et je vais la lire vite. Bonjour, j'ai acheté un 24 logements au prix de 1,3 million, financé à 75% par la banque pour un an. L'évaluation agréée est de 1,5 million, donc un peu plus élevé que mon 1,3 que j'ai payé, bravo. Mais la banque finance au plus bas des deux. Oui, c'est normal. Mon but après un an serait de refinancer avec la CHL à 85% sur 1,5 million et donc récupérer une bonne partie de ma mise de fonds. La banque me dit que la CHL va probablement accepter si c'est pour un nouvel immeuble, mais elle va probablement refuser si c'est seulement pour retirer l'équité. Est-ce exact? Bien, j'ai plusieurs étudiants qui le font, Sébastien. Essaie donc de changer de conseiller à la banque, voir si tu vas avoir la même réponse. Parce que j'ai plusieurs étudiants, c'est ça qu'ils font. Ils l'achètent en prêt privé ou ils l'achètent cash ou ils l'achètent avec la banque. Ils refinancent au bout d'un an puis ils ressortent l'argent. Fait que je ne suis pas sûr que tu étais à la bonne banque avec la réponse. Sylvie, bonjour M. Larochelle. J'ai une question par rapport aux mises de fonds. J'ai trouvé un duplex avec 3 logements, 2 5,5 et un 4,5. Vous avez bien entendu. J'ai trouvé un duplex avec 3 logements. C'est que il y a 3 numéros civiques. Dans Centris, c'est marqué duplex. Pourquoi? Parce que le courtier immobilier est obligé de dire que c'est quoi qui est à la ville. Et à la ville, il est duplex. Et dans le rôle d'évaluation foncier, c'est marqué aussi un 2 logements. Dans un tel cas, est-ce que la mise de fonds pour propriétaire occupant doit être de 5 ou 10 %? Est-ce que les banques la considèrent comme duplex ou triplex? Selon moi, avec toute l'expérience que j'ai avec les étudiants, quand on appelle ça un logement illégal, la banque ne considère pas ce logement-là parce qu'il n'est pas au rôle foncier. Donc, c'est un duplex que tu achètes avec un logement illégal. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si la ville n'accepte pas la modification en 3 logements, ils peuvent te le faire démolir le 3e pour que tu tombes réellement à 2 logements. Fait que, fais attention, oui, il y a le financement, mais il y a aussi la municipalité ici qu'il faut regarder. Carl me demande, salut Justin, merci pour la rencontre de cette semaine. J'ai oublié de te demander une question. Fait que j'offre des 30 minutes, juste pour vous expliquer c'est quoi la rencontre. J'offre des 30 minutes de consultation pour voir avec vous c'est quoi vos objectifs, où vous voulez vous en aller. Et Carl, j'ai passé du temps avec lui pour voir qu'est-ce qu'il voulait faire. Il me pose la question, avec la stratégie Buy and Hold, l'immobilier locatif, est-ce qu'il y a un lien entre l'amortissement fiscal de 4 % et le refinancement d'un immeuble? Fait qu'à chaque année, tu peux amortir ton immeuble de 4 % et le refinancement d'un immeuble. J'ai entendu dire que si tu appliques l'amortissement sur les impôts, ça serait difficile de refinancer quelques années plus tard. J'ai jamais entendu parler de ça, Carl. Je fais de l'amortissement à chaque année dans plusieurs de mes immeubles. Je refinance mes immeubles. Et j'ai jamais eu de problème. Ça fait que je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, pas de mon côté, j'ai pas eu de problème. Et la dernière question, dois-je faire des études d'immobilier pour me lancer en immobilier? Bien, il y a 4 façons d'apprendre l'immobilier, tu l'apprends avec des vidéos comme on fait là sur Facebook, avec des livres, avec différentes informations presque gratuites que tu vas aller chercher. La deuxième façon, c'est d'aller chercher de la formation ponctuelle. Qu'est-ce qu'on appelle comme formation ponctuelle? Une formation de 3 heures sur, par exemple, comment vendre ses offres d'achat. Une formation sur le flip. Une formation sur la location achat. C'est des formations ponctuelles. Troisième, je fais une consultation avec toi, je t'aide sur ton projet qui en est. Ou la 4e façon, c'est d'aller chercher du coaching, du mentorat pour qu'on puisse t'aider. On va aller donner la théorie, puis on va aller donner la pratique, puis on va te supporter, puis on va être avec toi. Fait que, dois-je faire des études d'immobilier pour me lancer là-dedans en immobilier? Tu n'es pas obligé de faire de bac, de cégep pour te lancer en immobilier parce que ce n'est pas le même métier. Quand tu vas faire un bac en immobilier, ça va être beaucoup plus large. Ça ne sera pas l'apprentissage, le devenir investisseur immobilier. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Mo. Allons-y avec ça. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions à chaque semaine. Donc, n'hésitez pas, chaque lundi, posez-moi vos questions, j'y réponds en fin de la semaine. Merci, à bientôt. Justin Larochelle, immofacile.ca.